BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est notre page culture qui démarre maintenant et on va prendre la direction de Schaerbeek du musée Train World et d'une exposition qui s'appelle De Pékin à Hankou. Il y a une exposition, il y a également un livre dont on va parler maintenant qui retrace l'essentiel de cette exposition et d'une épopée fabuleuse. Ça se passe au 19e siècle, c'est la construction d'une grande ligne de chemin de fer entre Pékin et Hankou. On va en parler avec François Skeuten, dessinateur qui est très impliqué dans l'aventure Train World, bien sûr, mais qui a aussi signé un certain nombre de dessins pour cette exposition. Bonjour François Skeuten, merci d'être avec nous. D'abord, c'est quand même une histoire très très étonnante et tout le monde ne la connaît pas. C'est vraiment une aventure belge, cette ligne de train, et on précise Hankou, on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans l'actualité, c'est Wuhan en fait. Oui, absolument. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les particularités de cette histoire. C'est quand même un jeune ingénieur, 37 ans, qui en 1898 va avoir cette énorme responsabilité de diriger un chantier gigantesque, en fait, 1200 km. C'est un tour de force dans cette Chine de l'époque d'arriver à gérer des problèmes comme ceux-là, un nombre d'ouvrages d'art incroyable et puis surtout un pont sur le fleuve Jaune, un fleuve qui est assez difficile, et il va trouver des solutions. Et c'est un homme qui va vraiment se révéler. Et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est que ça montre d'abord une Belgique qui a quand même beaucoup d'ambition. Bon, il y a Léopold II derrière, c'est sûr qu'il y a du souffle. On est une des grandes puissances mondiales à l'époque. Et puis une Chine qui est un peu plus faible, avec beaucoup de rapacité autour, beaucoup de pays qui la regardent avec des intérêts un peu dangereux pour elle. Et donc, ils vont choisir la Belgique, et parce que c'est aussi de très, très bons ingénieurs qui travaillent à cette époque. C'est l'âge d'or de la Belgique. C'est l'époque où la Belgique fait partie des grandes puissances mondiales. Et si on choisit la Belgique, il ne faut pas être trop naïf non plus, c'est parce que les Belges, sympathiques, ils font quand même un petit peu moins peur que les Britanniques ou que les Français qui ont des technologies à peu près équivalentes en matière de technique ferroviaire, mais qui pourraient être un petit peu plus gourmands. Donc c'est la modestie qui a payé. L'ingénieur dont on parle, c'est Jean Jadot. Donc cette ligne Pékin-Hankou, effectivement, c'est son chef d'œuvre, mais il ne va pas s'arrêter là. Après, il va devenir quand même gouverneur de la Générale de Belgique. Donc c'est un monsieur qui va avoir vraiment une importance économique et politique majeure. On l'a presque oublié pourtant aujourd'hui, non ? Oui, s'il était français, il aurait été au Panthéon. C'est comme ça, la Belgique est un peu amnésique. Et c'est ça qui est passionnant dans une expo comme celle-là, c'est qu'elle permet de comprendre un petit peu nos racines. Et elle comprend d'entrer dans l'histoire de ces personnages qui ont construit notre pays. Et aussi dans les rapports que nous avons avec la Chine aujourd'hui. Parce que la Chine est un peu humiliée, évidemment, devant les difficultés qu'elle rencontre à ce moment-là. Et c'est ça qui est intéressant dans une expo, c'est que ça explore notre présent à travers le passé. Alors, Jean Jadot, il va passer 6 ans en Chine pour construire cette ligne ferroviaire. Il y a énormément de ponts, vous l'avez rappelé, il y a un fleuve à franchir, il y a d'autres ingénieurs évidemment qui viennent. Il y a surtout aussi, il faut le dire, une grande mobilisation de main-d'œuvre chinoise. Je ne me trompe pas si je pense qu'on parle dans l'exposition de dizaines de milliers d'ouvriers. C'est colossal. L'exposition, elle raconte ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne jette pas un voile pudique sur l'exploitation de la main-d'œuvre chinoise. Non, ce qui était intéressant, c'est de montrer évidemment qu'ils n'ont pas les moyens techniques, ils n'ont pas les machines, et donc c'est la main-d'œuvre qui va être mise au service de ce projet. Et on a eu la collaboration du dessinateur Lin Kuwu, qui est un dessinateur qui traduit bien ces personnages, ces ouvriers qui souffrent, leur visage, leurs mains burinées, leur transpiration, leur chevelure. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce qu'il fallait être chinois pour comprendre un petit peu ce que c'était que de vivre à cette époque, que d'être habillé à cette époque. Et donc, cette collaboration, elle a été vraiment nécessaire. Alors, le son n'est pas très très bon. Je ne sais pas s'il ne faut pas chipoter un petit peu à la prise de votre téléphone, mais on va continuer quand même l'interview. François Skeuten, je voudrais qu'on parle un petit peu du livre, parce que alors là, il y a une somme qui est colossale. Ça fait près de 300 pages. Il y a énormément de détails techniques, de documents originaux, des photographies d'époque. Il y a plein de choses. Vraiment, c'est un ouvrage qui est passionnant, qui est sans doute encore plus dense que l'exposition elle-même. Je voudrais qu'on s'arrête sur votre travail à vous,
François Scoïten, je pense qu'il y a 4 planches originales qui sont signées avec Lee Kuiu et qui sont à 4 mains. Comment est-ce que vous avez travaillé d'abord? On en voit une derrière moi, hein, qui est la construction d'un pont. Je vais peut-être en montrer une ou deux autres qui figurent dans le livre, si je retrouve un petit peu mes marque-pages. C'est pas toujours évident. Par exemple, là, on a un train à vapeur au pied des murailles de Pékin. Alors, qu'est-ce qui est de François Scoïten et qu'est-ce qui est du collaborateur chinois qui était avec lui? Eh bien, je vous défie de le savoir. Bon, il est évident que j'ai laissé à Lin Kuwu la responsabilité des personnages parce que je trouvais qu'il n'y avait rien mieux qu'un Chinois pour traduire ce sentiment, cet état d'esprit, ce fourmillement qu'il y avait à l'époque, et qui a toujours d'ailleurs la multitude de cette population sur ces chantiers et sur des entrées comme le train devant la muraille de Pékin. Et puis, ce qui était intéressant dans cette collaboration, justement, c'était que j'entrais un petit peu dans sa pensée et que lui-même essayait de trouver le chemin vers un regard occidental. Et c'était quelque part retrouver un petit peu le climat de cette collaboration entre Jean Jadot et les ingénieurs chinois. Ouais. Ça veut dire comment vous avez procédé? Il y en a un qui fait la composition générale, l'autre renvoie un message pour dire tiens, moi je pense qu'il faut plutôt composer l'image de cette manière-là. Il y en a un qui fait le gros œuvre et l'autre les détails. Vous n'allez pas nous expliquer comment ça a marché? Alors écoutez, normalement nous aurions dû travailler ensemble dans mon atelier à Paris, mais ce qui s'est passé c'est que voilà, la pandémie était là et donc on a dû s'envoyer les dessins. Donc ce qu'on a pris comme parti c'est que je lui en ai envoyé 3 et lui m'en a envoyé 2, mais évidemment chaque dessin devait être le reflet d'un moment clé de cette aventure. Donc on était au service quand même pour raconter, c'était comme des jalons pour traduire l'immensité de cette tâche qui a quand même été réalisée en 7 années. 7 années, c'est rien. Vous imaginez 1200 km, c'est le parcours de Bruxelles à Nice. Donc c'est un tour de force que seule peut-être la Chine pouvait réaliser comme ça. Et ça c'était vraiment intéressant de traduire avec des dessins parce que ce n'est pas, les photos sont magnifiques évidemment, elles montrent un aspect des choses. Le dessin peut montrer une autre dimension. Ouais, alors je montre justement un des dessins majeurs, c'est le franchissement justement du fleuve Jaune, c'est à peu près au milieu de l'ouvrage et c'est évidemment une des étapes capitales dans la construction. Ce sont des dessins, il y a des aquarelles aussi, je pense, hein, non ? Oui, alors Lin Kuwu nous a fait le grand bonheur de nous prêter un ensemble de très grands dessins qui racontent pas seulement l'épopée de Pékin-Hankou, mais aussi d'autres aventures ferroviaires plus récentes. Et c'est ça qui était bien, c'était de montrer comment le train continue son histoire dans la Chine. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de TGV qui parcourent la Chine. Ils ont un réseau extraordinairement performant, extraordinairement avancé. Et ça, c'était vraiment intéressant et de montrer que nous sommes à l'origine d'une très grande histoire ferroviaire en Chine. Et c'est toujours intéressant de savoir, de comprendre les naissances. Voilà, et l'histoire n'est pas finie parce qu'il y a un dessin futuriste, comme vous les affectionnez en fin d'ouvrage avec les trains Hyperloop, donc ces trains qui pourraient nous relier au reste du monde très très rapidement. François Scoïten, on va revenir quand même un petit peu sur cet exploit technique parce qu'on est quand même à 22 000 km de la Belgique. Ça veut dire que les ingénieurs belges ont par exemple fait venir des outils ou des pièces détachées par bateau, donc on ne se rend pas compte peut-être aujourd'hui, mais il y a vraiment une prouesse technique extraordinaire. On parle d'un dragon de feu dans la langue chinoise quand on parle du train. Ça servait à quoi cette ligne? C'était pour transporter des personnes ou c'était pour transporter des marchandises? Les deux, ça va très très vite être une ligne essentielle dans le développement de la Chine. Ils étaient un petit peu en retard, c'est ça qu'on a voulu montrer avec une chaise à porteur, avec des photos où on voit des caravanes de chameaux. Et vous imaginez ce que représente le basculement vers les trains à vapeur. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais qu'on ressente scénographiquement. Comme d'ailleurs, je voulais que les personnages soient incarnés. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette technique des talking heads, où on a vraiment une projection sur les visages pour qu'on revoie l'impératrice Cixi, qu'on sente
qu'on sente Monsieur Jadot, Jean Jadot, nous parler. C'était quelque chose qui permettait d'entrer en empathie avec les enjeux de ce projet. Voilà, et donc effectivement, c'est une des choses très réussies dans cette exposition, ces personnages, ces statues animées, vous parlez de Talking Heads, qui vont effectivement nous parler et s'adressent à nous, à la première personne. Il y a l'impératrice, il y a l'ingénieur, il y a un coulis un petit peu plus loin, donc un ouvrier chinois un petit peu plus loin. Il y a plein de documentation d'époque, il y a aussi des costumes. On voit une robe de mandarin, par exemple, qui a été offerte à Jean Jadot. On voit un costume de général chinois. Donc il y a effectivement toute cette notion de télescopage des époques. Un mot sur la scénographie de l'exposition, parce que je sais que vous vous occupez beaucoup quand même de la scénographie du Train World. Donc c'est dans l'exposition traditionnelle, habituelle de Train World. Donc il faut ouvrir un petit peu les yeux. Ça justifie une visite de Train World pour ceux qui connaissent déjà le musée ou pas ? Oui, parce qu'en fait, c'est un dialogue, évidemment, avec Expoduo, qui sont les scénographes avec qui je travaille. On a essayé vraiment de jouer entre ces machines et cette histoire. D'ailleurs, certaines machines, on les retrouve en photo dans les documents d'époque. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que nous n'avons pas seulement permis la construction de cette ligne, mais on a aussi, donné, sans doute vendu, ces machines assez remarquables pour l'époque. On était quand même de bons experts dans le domaine. Ouais, il y avait quand même un petit côté un petit peu colonialiste, je mets ça avec beaucoup de guillemets. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais très frappé de découvrir un horaire de train de cette ligne en langue française. On est en 1924 et l'horaire de train Pékin-Hankou, donc Wuhan aujourd'hui, est en langue française. Honnêtement, ça ne devait pas servir à grand monde. Oui, alors à ce moment-là, déjà, la ligne est entièrement chinoise. Les Chinois ont très vite racheté leur participation, des participations étrangères, parce que évidemment, c'était un projet où les Belges et les Français d'ailleurs avaient investi, et ils se sont très vite rendus compte que c'était une ligne essentielle. Donc ils se sont réappropriés ça très très vite. À ce moment-là, je ne sais pas trop pourquoi ils le font en français d'ailleurs. Merci beaucoup François Scoyten. C'est donc une exposition à voir. Pour tous ceux qui n'ont jamais été à Train World, de toute façon il faut y aller parce que ce musée est magnifique. C'est probablement un des musées les plus spectaculaires de Bruxelles. Pour tous ceux qui s'intéressent à cette prouesse technologique d'une ligne construite en Chine au 19e siècle, ça vaut le coup. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jean Jadot, ça vaut le coup. Et tous ceux qui sont les fans du dessin de François Scoyten, ça vaut le coup aussi. Donc ça fait plein de raisons d'y aller. Il y a l'exposition et il y a également ce livre. Bon, le livre, il te coûte 34,90 €, mais honnêtement, c'est 300 pages et ça fait un très beau souvenir. Il y a vraiment, vraiment énormément de choses à l'intérieur, beaucoup de documentation, de documents d'époque. Ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, François Scoyten. Le prochain ouvrage sur lequel vous travaillez, on peut savoir ? Oui, sur Mars. Je travaille sur un livre sur Mars avec un écrivain français, je ne peux pas encore vous révéler son nom, il est assez célèbre. Et c'est une aventure assez extraordinaire, ça fait 2 ans. Et j'ai fait tout le confinement sur Mars, c'est pas mal, je vous assure. Voilà, mais donc on n'ira pas en train mais en fusée. Je propose qu'on vous rappelle quand le livre sort pour pouvoir en parler. Merci beaucoup François Scoyten, donc de Pékin à Hankou. C'est en ce moment même donc à Train World, l'ancienne gare de Schaerbeek qui a été reconvertie en musée. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de journée.